Dans le Finistère, 15 000 habitants sont exposés à un risque de submersion majeure. Ici, dans ce village de Tréfiagat, dans le pays bigoudin, ce n'est plus une projection, mais une réalité. Le hameau de Léan est devenu le symbole du repli face aux assauts de la mer. Une première en France. D'ici quelques jours, des maisons ici vont être rasées. La maison a été rachetée par l'État et puis voilà. Vous venez de Mais l'apprendre ? ça fout les boules parce que quand on vous dit que les autres peuvent rester 30 ans et qu'on ne voit pas quand même pourquoi on nous a virés si vite, quoi. Mais bon. C'était dans l'air depuis quelques temps, mais c'est maintenant officiel. Le couple doit faire ses bagages, 15 ans après avoir acheté le bien. Personne ne m'a mis en garde contre les risques. Je m'en suis aperçu tout de suite. Dès la première année, j'ai vu que le trait de côte reculait, qu'on avait interdit l'accès à la dune, donc les risques étaient là. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça dépend si les travaux sont faits correctement. Hein. Ils ont fait un enrochement correct au bout. Là, devant chez moi, il n'y a pratiquement rien, donc ça peut crever avec une première tempête et un vent de sud. C'est sûr qu'il y a des risques, hein. Je nie pas ça. Pour le moment, seules les 7 maisons les plus proches de la dune vont être démolies, mais les voisins derrière seront vite concernés. C'est tout un quartier qui est touché. Quand on voit permis de construire, c'est bien, c'est un peu d'avenir, mais quand on voit permis de démolir, bon, c'est plus la même chose, quoi. Le discours n'est plus le même, et puis c'est dur quand même. Bon, là, c'est vrai que les travaux qui ont été faits jusqu'à présent, bon, il fallait le faire, mais c'est un pansement sur une jambe de bois, un petit peu, quoi, parce que bon, l'eau, c'est... vous pouvez que constater, quoi, en fait. Hein. Vous pouvez rien contre la force de la mer et tout ça, et en fin de compte, ça sape, et les rochers, en fin de compte, ça, au bout d'un moment, c'est plus efficace, quoi. Depuis 20 ans, on a tout essayé pour protéger ce hameau construit à la fin des années 60. Mais tempête après tempête, inexorablement, la mer a avancé. Cet hiver, la collectivité a décidé d'arrêter les frais. Le sujet est sensible. Les élus avec qui nous avions rendez-vous ne sont pas venus, mais nous les avions rencontrés en janvier. Sur les 10 dernières années, la commune a réalisé à peu près 1 million d'euros de travaux sur ce secteur. Malheureusement, vous voyez, ça se relève inefficace. Après avoir essayé les enrochements, les endiguements, le stabi-plage, les pieux, dans la mesure où ça ne fonctionne pas, la seule solution qui nous reste, c'est d'acheter les maisons qui sont concernées au premier rang pour les déconstruire et renaturer l'espace. Donc c'est la décision ultime, mais c'est pour éviter des morts. Pour Michel Lebaille, cette maison, c'était son coup de cœur pour la retraite, un rêve qui s'est effondré. C'était le paradis sur Terre, et j'espérais bien finir mes jours ici, malheureusement. C'est devenu l'enfer sans justificatif. C'était mon rêve de me rapprocher de la mer, mais bon, c'est vrai que c'était peut-être pas raisonnable. Quand certains voient leurs rêves prendre l'eau, d'autres veulent y croire encore. À Plougonvelin, à l'ouest de Brest, Audrey Kuhn est impatiente de s'installer dans sa future maison, directement sur la plage. L'ancienne maison, c'était une maison de famille qui n'était pas du tout adaptée pour une éventuelle montée des eaux. Et donc, on a fait le choix de la raser et de la reconstruire entièrement en s'adaptant à la montée des eaux. C'est-à-dire qu'elle est en béton branché et elle est entièrement faite sur cuvelage. Donc là, pour le coup, elle est complètement étanche. Et en cas de montée des eaux, on ne sera pas concerné, bien heureusement. Cette station balnéaire du Pays d'Iroise fait partie des premières communautés de communes volontaires pour cartographier l'évolution du trait de côte prévu par la loi Climat et Résilience de 2021. Ces données permettent aux collectivités d'identifier les zones submersibles à 30 et 100 ans afin d'adapter les règles d'urbanisme. Pour les propriétaires, c'est compliqué de leur dire non, maintenant vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez pas faire une extension, les gens ne sont pas d'accord. Mais du coup, là, on a arrêté les cartes de submersion, on les a votées, elles sont publiques. Et on a dit, on prend 5 mètres pour être sûr de ne plus avoir de problème dans le futur, quoi. Quand l'eau aura monté à l'horizon 2050, c'est prévu pour ici.
On ne va pas faire un document d'urbanisme en ne tenant pas compte de la submersion ou l'immersion, parce qu'on ne va pas indemniser des personnes dans 50 ans ou 80 ans ou 100 ans qu'on a laissé construire ou qu'on a donné l'autorisation dans des secteurs à risque. Ces mesures, il faut les réaliser régulièrement pour comprendre l'évolution de la plage et son fonctionnement. Par exemple, on voit qu'on a entre l'année 2023 et 2025 une perte de sédiments en bas de plage, mais par contre un gain en haut de plage. Donc on a eu un déplacement du bas vers le haut de plage. Voilà. Ces données collectées participent à une meilleure connaissance des processus naturels. Depuis 20 ans, les scientifiques de l'Université de Bretagne observent le trait de côte sur différents sites grâce à plusieurs méthodes. Aujourd'hui, pour répondre aux défis de la transition, les chercheurs travaillent main dans la main avec les collectivités volontaires à travers l'Observatoire des risques côtiers. À la demande, ils accompagnent et forment des techniciens sur le terrain, comme ici à Plérin. Donc là, on va se faire les 2 séries de stations, là, un alignement assez près vers le milieu du cordon, en avant de la ligne d'Alès de mer. À Martin-Plage, il y a toujours eu des éboulements, mais au-delà des mesures d'urgence pour la sécurité des promeneurs, il faut penser à adapter les environs. Les cartographies en cours sont indispensables pour aider les acteurs locaux à prendre les bonnes décisions. La meilleure réponse, c'est prévenir, anticiper, pour vraiment bien définir où est-ce qu'on va implanter des enjeux, par exemple à quelle distance est-ce qu'il faut reculer le sentier côtier. C'est un enjeu économique très important. On ne va pas dépenser trop d'argent en le reculant de 3 mètres tous les 5 ans. Donc voilà, c'est important de quantifier précisément les vitesses de recul. Le recul de la côte, un phénomène que le géomorphologue Alain Hénaf observe depuis des décennies. Selon lui, la Bretagne n'est pas la région la plus vulnérable à l'érosion, mais plusieurs indicateurs imposent la vigilance. Si on prend en Bretagne des secteurs comme la baie d'Audierne, par exemple, là on peut avoir des vitesses d'évolution annuelles, moyennées sur plusieurs décennies, qui sont plurimétriques, par exemple, avec des tendances qui peuvent être accélérées au moment de grosses tempêtes ou d'hivers tempétueux. Et puis dans beaucoup de cas, on est plutôt sur des vitesses qui vont être beaucoup moins rapides. On va avoir dans les falaises meubles des vitesses qui peuvent être de quelques centimètres en moyenne par an. La côte qui évolue, finalement, elle a évolué depuis, elle évolue tout le temps. Mais dès lors que l'on a des implantations humaines, routes, bâtiments, propriétés privées, etc., c'est là où vraiment il faut se poser les questions. Retour dans le Finistère. Au sud de Quimper, le pays de Fouesnant a été identifié comme territoire à risque important d'inondation, réglementé par un plan de prévention. Dès les années 80, d'importants enrochements ont été construits pour protéger cette zone touristique. 40 ans plus tard, on y croit toujours. Les cailloux vont être retirés pour être repositionnés une fois les fondations consolidées. Un entretien évalué à 2 millions d'euros sur 4 ans. Là, aujourd'hui, tu vois, regarde un peu comment c'est avec la marée. Ça a bien travaillé et on voit où ils ont glissé. Je ne vais pas dire que c'est un échec. Parce que dire que c'est un échec, ça a duré presque, 87, ça a duré presque 40 ans. 40 ans, ça a protégé. Non, c'est peut-être la technique qui a été employée, il y a peut-être eu des petites erreurs techniques. Par contre, à la pointe de Claude Rouge, l'arrêt des enrochements, on n'ira pas au-delà. On va même peut-être enlever une partie de ces enrochements pour laisser de l'eau de mer revenir derrière cette dune qu'on a aujourd'hui. Sur cette plage particulièrement sensible en hiver, fini de lutter donc, des clôtures en bois retiennent le sable en douceur. Ces ganivelles, elles ont un double intérêt. Le premier, c'est de pouvoir canaliser la fréquentation de la plage avec les usagers, donc de savoir où est-ce qu'on peut marcher et où est-ce qu'il ne faut pas marcher. Et le deuxième, c'est de pouvoir casser le rôle du vent qui vient transporter le sable. Donc là, on voit bien devant nous, ces ganivelles, aujourd'hui, elles émergent de plus beaucoup de hauteur parce que ce sable est venu se stocker là. Des ganivelles qu'il faut renouveler et réinstaller régulièrement pour qu'elles restent efficaces. Mais chaque hiver, elles sont balayées par les vents, notamment lors des grandes tempêtes.
Cette zone vulnérable, l'association écologiste de sauvegarde du Pays Fouesnantais la scrute avec attention. Ils ont modifié aussi le chemin d'accès, ils l'ont reculé, ils l'ont décalé vers l'arrière. De là, jusqu'à là. Ouais, on a perdu 50 mètres déjà en tout peu de temps là. Les ganivelles, c'est une bonne idée. L'autre solution, c'est réfléchir justement à leur cartographie, peut-être réfléchir à l'urbanisation. Est-ce qu'implanter des maisons à tel endroit, c'est une bonne idée? Ne faut-il pas revoir les cartes et se réactualiser ces cartes? En 10 ans, l'association estime avoir fait annuler 50 permis de construire dans des zones naturelles et secteurs vulnérables à la submersion. Il resterait autant de dossiers en attente. Sur le camping, on a remarqué durant l'hiver dernier qu'il y a eu des très gros aménagements qui ont été faits. Et donc on est allé voir, on s'est renseigné, on a regardé. Et on a vu qu'effectivement, il y avait des installations dans cette zone rouge ici, là, des installations de mobil-home, de piscines privatives. Donc ça nous choque. Comment on peut installer, construire de telles choses en zone rouge du PPRL, une zone à aléa fort, quoi. Entre la mer et les habitations, il y a le marais. En cas de brèche dans la dune, par forte tempête, il va jouer un rôle essentiel. Le marais va recevoir pendant à peu près 2 heures sur le pic de marée haute des flux de mer qui vont venir se stocker dans le marais. Est-ce que ça veut dire que le marais protégera les habitants derrière? Il jouera effectivement ce rôle de tampon. C'est comme une grosse bassine qui va avoir la capacité de se remplir pendant un moment et de se vider après. Mais lorsqu'il n'y a pas de marais, quelles alternatives pour se protéger de l'érosion et préserver les enjeux économiques? Cette société bretonne préconise une gestion plus douce. Elle a breveté les Stabiplages, des boudins en géocomposite. Cette structure est perméable et justement a permis d'absorber les houles. Et aujourd'hui, il remplit sa fonction, il joue son rôle de protection du pied du cordon dunaire. En 25 ans, l'entreprise, qui travaille beaucoup à l'étranger, a vu les demandes évoluer. Aujourd'hui, c'est des habitants qui appellent au secours. On a besoin d'être sécurisés, ils ont peur. C'est des industriels, c'est nouveau pour nous. Sur ce site-là, on est en République démocratique du Congo. Là, l'enjeu, c'est sécuriser des installations d'une compagnie pétrolière. Donc, on a proposé la mise en œuvre d'ouvrages Stabiplage. Là, le chantier est en cours pour sécuriser les installations et pallier à cet enrochement aujourd'hui qui ne tient plus. Ce type d'ouvrage, des communes bretonnes s'y intéressent de plus en plus. C'est le cas de Crozon. Sur la presqu'île, l'érosion a façonné le paysage. Les grottes marines attirent les visiteurs depuis plus d'1 siècle. Le tourisme, les pieds dans l'eau, a encore de beaux jours devant lui. Là, pour l'instant, c'est un endroit magnifique, c'est paradisiaque, là, franchement. Il ne peut pas être mieux ailleurs, je pense. Avec une vue imprenable, le Grand Hôtel de la Mer est aussi aux premières loges de l'érosion qui grignote petit à petit la plage. Aujourd'hui, impossible d'étendre sa serviette devant l'hôtel, bâtiment qui ne doit sa stabilité qu'à l'indétrônable système d'enrochement. Ça nous sécurise énormément. Après, il faut faire attention, parce que même avec les grosses vagues, effectivement, les gros rochers qui paraissent énormes bougent avec les vagues. Donc à nous de faire attention et peut-être dans quelques années alerter pour remettre des cailloux, refaire un enrochement pour encore plus de sécurité. Juste à côté, une forte tempête a récemment causé l'effondrement d'une partie de la route départementale. En dessous, tous les réseaux d'eau, d'électricité ont été impactés. On n'est pas à l'abri d'un nouvel effondrement, quoi. Mais ouais, c'est sûr que j'irais pas construire là. Voilà, si j'étais les habitants, je ferais pas d'extension, j'irais pas construire des nouvelles habitations ou une nouvelle piscine derrière. Mais après, voilà, c'est pas moi qui habite là, donc. C'est ça un peu le problème qu'il y a sur tout le littoral breton et français en règle générale, c'est que toutes les constructions sont faites pour contrer la mer et non pas jouer avec la mer. Face à l'accélération de l'érosion, la commune a entrepris des études d'ampleur pour réfléchir à la meilleure stratégie pour l'avenir. Si on laissait la nature prendre ses droits, il faudrait qu'on ait un plan B. Il n'y a pas aujourd'hui de plan B. Le retrait immédiat des cailloux, l'État dit vous avez le droit jusqu'en 2027 de laisser les cailloux, après vous n'avez plus le droit. Je vois mal l'État décider en 2027 de nous dire, eh bien, je retire les cailloux.
Je laisserai à l'État la responsabilité de retirer les cailloux en 2027 si vraiment ils veulent le faire. Comment appréhender le recul du trait de côte? Quelles actions mettre en place? 317 communes littorales, dont près d'un tiers en Bretagne, se sont engagées dans une démarche d'adaptation de leur territoire. Aucune n'a de solution miracle, mais ici et là, des femmes et des hommes ont pris le sujet à bras-le-corps, une réflexion qui concerne chacun d'entre nous.